Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité ce 13h, il est réélu au premier tour du scrutin présidentiel. Patrice Talon, le chef de l'État sortant, conserve son fauteuil. Les résultats provisoires de la Sénat le placent vainqueur avec 86,36% des voix. Le taux de participation au scrutin est de 50,17%. Nous serons à la Sénat avec la vice-présidente Geneviève Boko-Nadjo. Publication d'images montrant des agents de bureaux de vote et autres individus estampillant les bulletins. Le gouvernement réagit en conférence de presse. Le ministre de la Justice, son collègue de la communication et le directeur de la communication de la présidence de la République se sont prononcés. Des enquêtes et des poursuites judiciaires vont suivre. Et puis, dans le même cadre, vous vivrez les propos du ministre de l'Intérieur sur les violences commises avant le scrutin du 11 avril. Suite au bilan des exactions, le gouvernement a pris des mesures. Le ministre de l'Intérieur, la sécurité publique est revenu et a donné des explications sur l'évolution de la situation. Vous l'entendrez. C'était les titres. Bienvenue au 13h. Les chiffres provisoires de la Sénat annoncent Patrice Talon et Mariam Chabi Talata, sa colistière, vainqueur de la présidentielle de 2021. Le duo remporte le scrutin au premier tour avec 86,36% des suffrages exprimés. Les duos Alassane Soumanou et Paul Rompet et plus loin Corentin Corpoué et René Agossa ont fait un score de 11,29 et 2,35. Suivant un extrait de la décision rendue publique par la vice-présidente de la Sénat, Geneviève Boko-Nadjo. Article 1er. Sous réserve de l'appréciation de la Cour constitutionnelle et des redressements qu'elle pourrait être amenée à effectuer, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 sont arrêtés ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs 4 802 303. Nombre de votants 2 409 409. Taux de participation 50,17%. Bulletin nul 111 008. Suffrages valablement exprimés 2 298 401. Suffrages obtenus par les duos de candidats. Duo de candidats Corentin Koé et Irénée Josias Agossa. 53 957 pour le suffrage exprimé. Pourcentage 0,235%. Alassane Soumanou et Paul Rompet. Suffrage exprimé 259 612. Pourcentage 11,29%. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata. Suffrage exprimé 1 984 832. Pourcentage 86,36%. Article 2. Les suffrages obtenus par les duos de candidats dans les différents arrondissements sont joints en annexe à la présente décision. Article 3. Le duo de candidats Patrice Athanase Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Et voilà, nous étions à la Sénat, maintenant à la Cour constitutionnelle. On s'affaire également de ce côté. La Cour, suivant les dispositions de l'article 142 du Code électoral, proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle. À cet effet, il y a un travail de fond qui se fait par les équipes commises à la tâche. Avec munitie et rigueur, elles traitent les différents plis. La rédaction de Canal 3 Bénin a fait une immersion dans les locaux de la Cour, un séjour de courte durée qui aura quand même permis à Herman Agnamboussou et Moufid Sabouran de toucher du doigt l'essentiel de ce qui se fait pour rester conforme aux tests électoraux. Reportage. Le séjour à la Cour constitutionnelle ce mardi, quoique de courte durée, aura révélé l'immensité de la tâche qui s'abat
en prélude à la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier. Le travail se fait plutôt à la chaîne pour en faciliter la traçabilité, et ce dans la rigueur et le sérieux qui caractérisent cette cour. À cette étape, une fois que les différents plis sont réceptionnés, différents groupes de personnes qui font partie du personnel de la cour se chargent d'ouvrir les enveloppes, poste de vote par poste de vote, et de classer les différents documents. Il y a la feuille de dépouillement, il y a la feuille de déroulement du scrutin, il y a les carnets de vote par dérogation, de vote par procuration, les souches des bulletins de vote et d'autres documents que l'on retrouve dans ces enveloppes. La réception des cantines au dépouillement des différents plis, la trentaine de personnes commises à la tâche ne se fait pas prier. Ces personnes prennent les documents poste de vote par poste de vote et vérifient ce qui a été mentionné, vérifient la cohérence, le nombre d'émargements, le nombre de votes par dérogation, le nombre de bulletins nuls, les suffrages valablement exprimés, les suffrages rattachés à chaque duo, la signature des représentants des candidats, les observations s'il y a lieu, et confirme un peu la cohérence de tous ces documents en regardant aussi les bulletins déclarés nuls pour voir s'ils doivent vraiment rester nuls ou s'ils ont été abusivement déclarés nuls. S'ils ont été abusivement déclarés nuls, on les redresse, on les remet et on corrige. Et chaque personne qui a également un cahier décharge dans ce cahier et marque toute correction ou tout incident qu'il a vu dans ces documents et les signe. L'article 93 du Code électoral lève tout équivoque à ce sujet. Le procès verbal de centralisation ainsi que le procès verbal de compilation par arrondissement sont établis en 4 exemplaires. Les procès verbaux mis ensuite sous scellé, dont un pli destiné à la Cour constitutionnelle, selon le type d'élection. Les résultats de la Cour constitutionnelle, les résultats provisoires de la Cour sont proclamés au plus tard 72 heures après réception de la dernière cantine de la Sénat. Alors si aujourd'hui nous recevons encore des cantines, peut-être aujourd'hui, mardi ou demain, mercredi, si nous recevons la dernière cantine, nous avons 72 heures ou plus. Donc on peut dire que cette semaine, probablement les résultats provisoires seront proclamés par la Cour constitutionnelle. L'article 142 du Code électoral faisant obligation à la Cour constitutionnelle de veiller à la régularité du scrutin et d'en constater les résultats, fait également injonction à cette juridiction de proclamer les résultats provisoires. L'immersion de notre équipe s'achève sur cette interview du secrétaire général de la Cour. Pour le personnel de la Cour constitutionnelle, enfermé lui aussi dans des délais, la journée se poursuit inlassablement, préparant ainsi l'audience de proclamation des résultats provisoires, puis définitifs, après l'examen d'éventuels recours. Et puis la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix s'est prononcée sur le déroulement du scrutin. Elle a sorti un rapport préliminaire de sa mission citoyenne déployée sur le terrain. Au total, 635 observateurs pour s'assurer de la conformité du processus électoral au cadre légal et aux normes internationales. Le rapport est ici présenté par Carmen Gaba, la présidente de la COSCEP. Globalement, le scrutin s'est bien déroulé dans 90,3% de postes de vote où les observateurs de la COSCEP ont travaillé. Dans le détail, on peut retenir entre autres que les postes de vote étaient facilement accessibles dans 96,4% des bureaux visités par les observateurs et 92,3% des observateurs ont constaté la présence de délégués des duos des candidats. Les normes Covid sont respectées globalement, dans une proportion de 84% pour l'ensemble des acteurs. À la clôture, 96% des observateurs de la COSCEP ont reconnu que l'ambiance était bonne. Dans 75,7% des postes de vote, le dernier électeur a voté avant ou à 16h00. En général, 100% des observateurs ont constaté que la conduite globale de la clôture et du dépouillement était bien. Il est à noter cependant quelques rares cas de violation du code électoral qui sont observés pendant l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Comme recommandation, nous avons à l'endroit du gouvernement que le gouvernement œuvre pour un dialogue inclusif de toute la classe politique pour la consolidation de la démocratie dans la paix.
Que la Sénat accorde une attention particulière à l'amélioration du secret du vote, notamment en veillant à ce que les réglementations relatives au vote assisté pour les personnes handicapées, les femmes enceintes, les nourrices et les personnes du troisième âge soient correctement et systématiquement mises en œuvre dans tous les centres de vote. Que la Sénat intègre dans son agenda le renforcement des capacités des OSC pour une meilleure contribution aux processus électoraux. Que la classe politique forme leurs partisans à la citoyenneté et au patriotisme. Que la classe politique contribue à l'apaisement des tensions que traverse le pays. À l'attention de la population, que la population considère le vote non seulement comme un droit constitutionnel, mais également comme un devoir citoyen, car c'est en cela que les élus de la République tirent leur légitimité. Enfin, à l'attention de la société civile, que la société civile maintienne la veille citoyenne. Un autre organe, la plateforme électorale des organisations de la société civile, dans une déclaration préliminaire, eh bien, cette mission d'observation électorale a fait le point de sa participation au suivi du processus électoral. Fatouma Batokozosu est membre de la Chambre de réponse. C'était le lundi 12 avril. Dans la continuité de ces activités électorales, la plateforme électorale a animé une salle de situation basée sur un déploiement de 1470 observateurs, présidée par une chambre de réponse. Cette salle de situation électorale a permis d'intervenir sur les situations suivantes: l'absence des forces de sécurité, l'absence de matériel de vote et des membres des postes de vote dans certains centres de vote, des cas de bourrage d'urnes, des votes multiples, de séquestration d'observateurs, d'intimidation d'électeurs et d'agents électoraux. Pour ce qui est du bourrage des urnes, la Chambre de réponse a contacté les points focaux de la Sénat sur le terrain pour vérification et suivi de ces situations. Quant aux intimidations, la salle de situation électorale a contacté les forces de l'ordre territorialement compétentes. De manière globale, sur toute l'étendue du territoire national, sur les 3 duos en lice, le duo Talon-Talata était plus présent dans les postes de vote. Nos observateurs ont constaté que les mandataires de certains duos ont été interdits d'accès à certains postes de vote jusqu'à une certaine heure. PV2, EPP, Madémen, GA et B, arrondissement Aho-Beya, commune de Koulekame. De manière générale, 73,23% des postes de vote ont été dépourvus d'au moins 2 représentants. L'absence des représentants des duos pourrait expliquer certains actes, notamment de vote multiples et de bourrage d'urnes dans certains postes de vote. PV1 et PP Noiri, arrondissement d'Assari, commune de Matéri. Dans 1282 postes de vote couverts par nos observateurs, ces derniers ont décompté 1098 femmes membres de postes de vote. Majoritairement, elles ont occupé par ordre décroissant les postes de 2e assesseur, 1er assesseur et président. Le traitement des dites informations fait état d'un taux de participation globale de 26,47%, puis de 10,58% pour la participation des femmes. Ce taux tient compte de la décision DCC 21-074 du 11 mars 2021 portant prise en compte de 564 674 électeurs décédés selon les estimations de l'INSAE sur les 10 ans de l'ANEPI. De nos positions d'observation, le plus faible taux de participation, 0%, est enregistré dans les postes de vote non ouverts, Tchaourou, Banté, Dassa, Savet, et la plus forte participation, 99,68%, est enregistrée au PV1 EPP Kenji,
Zungame, Agege, Wemi. Et puis le président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin était aussi face à la presse. Dans sa déclaration, Ralmeg Gandaro a fait le point des observations sur le déroulement du vote dans certaines localités et lance un appel aux institutions. La substance avec Ouliat Sanoussi et Henri Ganti. Annoncé comme une élection chrysogène sur fond de frustration, le scrutin du 11 avril 2021 au Bénin ne s'est pas déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'ensemble, le climat relativement apaisé du scrutin n'a pas effacé la psychose laissée dans le subconscient collectif dans les départements des collines, Nonga, Bogo, voire Atakora, où les manifestations de la semaine ont progressivement pris de l'ampleur, ce qui pourrait expliquer la non-tenue du scrutin par endroits ainsi que la très faible participation observée sur le territoire national. Par ailleurs, dans les autres départements où le niveau de participation s'annonçait élevé, il a été curieusement constaté et documenté des tentatives des entreprises, des actes de subornation et de fraude visant la hausse du nombre de votants et par ricochet le nombre de suffrages exprimés. Somme toute, le scrutin du 11 avril 2021 s'est déroulé dans des conditions de violation des droits humains constatées et documentées par Changement Social Bénin qu'il convient d'expliciter. Sur la violation du droit de vote et de la liberté de choix, ces éléments constatés spécifiquement par le Changement Social Bénin dans son déploiement qualitatif se retrouvent confirmés par les données d'observation quantitative de la plateforme de l'organisation de la société civile avec une ampleur beaucoup plus inquiétante où les mêmes choses ont été observées. Sur la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, il convient ici d'apprécier l'effort républicain pour assurer, voire faciliter, l'égal accès aux postes de vote à tous les citoyens au niveau national. Sur la violation du principe d'égalité de tous devant le suffrage, étant donné que ce principe est indissociable de la question de la représentation et de la démocratie, il importe ici de le mentionner à travers sa formule séculaire la plus simple et la plus comprise. One man, one vote. Un homme, une voix. Il convient de noter que les différentes violations susmentionnées sont constitutives d'une injustice électorale qui interpelle maintes institutions de la République ainsi que les parties prenantes. Les institutions de la chaîne pénale pour l'application des dispositions pénales électorales sont d'office interpellées. Pour la période post-électorale, il en serait de même. Mieux, la Cour constitutionnelle, juge électoral, est interpellée pour la prise en compte des violations notées. La Sénat, institution axiale entre les deux premières citées dans la conduite du processus électoral, devrait coopérer à l'efficacité de ces dernières. Pour finir, les partis à la compétition ainsi que la classe politique dans son ensemble, au nom de la vertu en République, devraient prendre des mesures à la hauteur des déviances survenues. Il y va de la sauvegarde des acquis de la réforme du système partisan conduite durant le quinquennat passé. Une autre organisation de la société civile, l'ONG Alcrer, son président était face aux hommes des médias dans la matinée d'hier mardi. Martin Assoba s'est prononcé sur le déroulement du scrutin présidentiel du dimanche. Il invite par ailleurs la société civile à s'abstenir de publier tout résultat ou taux de participation du scrutin. Seul, pour lui, la Sénat a le droit de publier ses résultats provisoires, a-t-il souligné. C'est au micro de Ingrid Der, Rachidi Soubir. L'élection présidentielle de dimanche 11 avril dernier s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national dans des conditions globalement satisfaisantes. Cela, tous les observateurs le soulignent et tout le peuple béninois en est conscient et content. Par ailleurs, la participation des populations au scrutin a été un point d'attention. À cet effet, s'il
a été observée, qu'elle a été relativement basse à Cotonou, le constat est que dans les départements en général, elle a été bien meilleure. Cela, c'est que l'on est en mesure de dire, en toute objectivité, sans aller jusqu'à avancer des chiffres qui sont du ressort de la Sénat. Parce que depuis que la Sénat a commencé ses opérations, il a été bel et bien dit qu'après le 11 avril, que ça doit être entre le 12 ou le 15 avril que nous aurons les résultats. Pour éviter de paraître comme un soutien de telle ou de telle chapelle, la société civile, surtout qu'elle ne dispose que de chiffres partiels et parcellaires, doit éviter d'avancer des chiffres que chacun ont au fait de considérer comme définitifs. C'est la Sénat qui proclame les résultats provisoires. Donc, nous devons savoir raison garder en donnant des chiffres par rapport au taux de participation. Les réseaux sociaux se sont accaparés de certains taux qu'on a déjà commencé par distiller dans le public. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi, dans le contexte actuel, je nous invite tous à attendre les chiffres officiels de la Sénat avant de tirer toute conclusion. C'est la Sénat qui proclame les résultats provisoires après que la Cour constitutionnelle ait fait sa vérification. C'est pour cela d'ailleurs que la Cour constitutionnelle aussi a déployé des observateurs. Et voilà, Martin Assogba, président de l'ONG Alcrer, il circule sur les réseaux sociaux des vidéos qui font état des cas de fraude et de bourrage d'urnes le jour du scrutin. On va en parler tout à l'heure, mais je vous propose de revenir sur les missions d'observation déployées sur toute l'étendue du territoire national pour suivre le déroulement, des opérations de vote. Ces missions ont présenté leur rapport préliminaire, la CEDEAO, le Conseil de l'Entente, l'Union africaine et puis l'Organisation internationale de la francophonie ont fait le point des observations. Avant de faire des recommandations, je vous invite à suivre ici un extrait des déclarations du chef de mission du Conseil de l'Entente et de celui de l'Union africaine. Ils sont au micro de Nagui Balagwe et Eder Nkwevi. À l'issue de cette journée d'élection, la mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente a noté de manière générale que le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les observateurs ont constaté dans les pots de vote visités le déploiement satisfaisant du matériel et des documents électoraux, la disponibilité du matériel sanitaire dans le respect des mesures barrières à la COVID-19, le respect des heures d'ouverture et de clôture dans la plupart des pots de vote, le bon fonctionnement des pots de vote, à l'exception de quelques difficultés rencontrées par certains membres reflétant des lacunes dans leur formation, le respect du secret de vote ainsi que le dépouillement public ont favorisé la transparence du scrutin. Le 11 avril 2021, jour du scrutin présidentiel, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente s'est déployée dans les départements du littoral et de l'Ouémé. Elle a observé les phases d'ouverture, de déroulement, de clôture et de dépouillement dans plusieurs pots de vote, notamment dans les communes de Cotonou, Sémékodi, de Porto Novo, d'Apo-Miserete et de Dangbo. À l'issue de cette journée d'élection, la mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente a noté de manière générale que le scrutin s'est déroulé dans le calme. La mission d'observation du Conseil de l'Entente a cependant constaté une faible affluence des électeurs
dans les pots de vote visités. La mission d'observation électorale de l'Union africaine, comme je l'ai dit, a déployé 16 observateurs qui ont couvert plus de 100 bureaux de vote dans certaines communes. Les équipes de la mission ont fait les constats suivants relativement à l'ouverture des bureaux de vote, au déroulement du scrutin, à la fermeture des bureaux de vote et au dépouillement des suffrages. Tous les bureaux de vote ont fermé à l'heure réglementaire. La fermeture des bureaux de vote et le dépouillement des voix se sont déroulés conformément au code électoral béninois. Elle constate que malgré les agitations enregistrées dont nous avons parlé dans certaines localités avant l'élection, le scrutin du 11 avril 2021 s'est déroulé dans un climat apaisé. Je vous le disais, il circule sur les réseaux sociaux des vidéos qui font état de cas de fraude et de bourrage d'urnes le jour du scrutin. Le gouvernement réagit face aux publications d'images montrant des agents de bureaux de vote et autres individus estampillant les bulletins de vote et déclare qu'une enquête sera ouverte et des poursuites judiciaires vont suivre. Narcisse Alossien. La réaction du gouvernement était attendue suite aux images vues sur les réseaux sociaux et montrant dans des bureaux de vote des agents estampillant plusieurs bulletins de vote. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. Pour les conférenciers, il s'agit d'un sabotage pour discréditer le processus électoral et il semble bien connaître les auteurs. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage, lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre. Après que l'on ait saccagé les édifices publics, nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote, et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Ces actes feront l'objet d'enquêtes appropriées et leurs auteurs répondront devant la justice, ont ajouté les membres de l'exécutif. Nul ne peut être admis à trafiquer, à altérer ou à manipuler les bulletins de vote. À ces actes s'ajoute la confusion observée ces derniers jours autour du taux de participation à cette élection présidentielle. Mais il n'y a qu'une institution pour nous fixer sur le taux de participation à une élection. Nous ne pouvons pas nous fier aux pronostics des organisations dites de la société civile. Nous ne pouvons pas nous fier aux estimations des uns et des autres. Nous devons nous tenir tranquilles, jusqu'à ce que la Commission électorale nationale autonome proclame les grandes tendances et nous situe, nous fixe sur le taux de participation qui est un enjeu important, je le comprends, et surtout sur les scores des uns et des autres. Bien d'autres sujets, notamment celui relatif à la réforme du système partisan, ont aussi meublé les échanges entre hommes et femmes des médias et les membres de l'exécutif. Cette réforme a été opérée pour clarifier un système dont l'échec était avéré, a conclu le ministre Alain Ronla, porte-parole du gouvernement.
Des propos à suivre, ceux du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur les violences commises la semaine dernière avant l'élection présidentielle du 11 avril dans les communes de Tchaourou, Bonté et Savet. Elles n'ont pas été sans conséquence, ces violences, et plusieurs dégâts, aussi bien matériels qu'humains, sont enregistrés. Suite à cette situation, le gouvernement a pris des mesures pour ramener le calme dans ces régions. Dans une déclaration faite hier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est revenu sur ces événements et a donné les explications au sujet de l'évolution de la situation. La déclaration, c'est plutôt ce matin. Suivez ici Saka Lafia, il est au micro de Ali Moumouni et Moufid Sabo. Le dimanche 11 avril 2021, le peuple béninois s'est rendu aux urnes pour l'élection du président et du vice-président de la République. Les opérations se sont globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la commune de Charroux et de quelques localités dans les communes de Banté et de Savet. Cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d'empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin. Ainsi, dès le 5 avril à minuit, il était question pour eux de mettre en branle un vaste plan de déstabilisation du pays, puis de mettre en place un gouvernement dit de transition. Dans cette perspective, de nombreux actes terroristes ont été projetés et préparés, mais fort heureusement déjoués dans plusieurs villes, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, etc. C'est alors que dès le 6 avril 2021, dans le but d'empêcher toute circulation et couper le pays en deux, les 10 acteurs politiques ont notamment eu recours à des jeunes gens, des chasseurs dont certains sont venus de pays voisins et même à des enfants pour procéder au barrage des routes inter-États numéro 2 et numéro 3. Ces barrages, disposés sur plusieurs dizaines de kilomètres, étaient constitués de troncs d'arbres, de pneus enflammés, de camions immobilisés en travers de la chaussée, en vue de restaurer la libre circulation des personnes et des biens. Les forces de sécurité et de défense, après moult négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages. C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation essentiellement par des tirs de semonces, afin d'éviter de faire des victimes parmi les paisibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés par balle. En face, les informations font état de 2 assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Par ailleurs, les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se chiffrent, d'après les premières estimations, à des milliards de francs CFA. En effet, outre les dégradations subies par les routes nouvellement construites et en construction, les assaillants ont aussi saccagé les postes de péage et pesage de Dio à Savet et de Siraro à Ndali, puis incendié un camion de la Sénat, celui d'un transporteur nigérien, ainsi que des maisons, le siège d'une radio privée, des voitures, des motos et d'autres biens. Le dimanche 11 avril, en milieu de journée, les forces de défense et de sécurité ont réussi à rétablir la circulation
sur les routes inter-États citées plus haut. Je tiens à vous informer que certains commanditaires et auteurs des actes perpétrés ou projetés ont été appréhendés et que d'autres sont en fuite. Force devant rester à la loi, ils répondront de leur forfait devant la justice de notre pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple béninois pour l'union sacrée autour des idéaux de paix, de solidarité et de vivre ensemble en vue de la poursuite de l'œuvre de développement de notre pays. Et voilà, Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On change à présent de sujet. Boton Covid-19 module, c'est une initiative des plus remarquables portée par les institutions scientifiques béninoises pour impacter la communauté à la base dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus. À l'université d'Abomey-Calavi, la jeunesse béninoise s'est engagée dans la lutte à travers un programme axé sur la protection de tous. Une action soutenue par des personnalités les plus haut placées du système d'enseignement supérieur. Ouliat Sanoussi, au fil Samoura. Le projet Bouton Covid-19 module mobilise les attentions à l'université d'Abomey-Calavi. L'activité s'inscrit dans le cadre des initiatives communautaires visant à contribuer à une meilleure riposte contre la pandémie de Covid-19 dans les communautés universitaires et scolaires. Elle est portée et mise en œuvre de façon conjointe par l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles URMAFA et l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin. Cette activité d'impact sur la communauté a démarré depuis près d'un mois, en réalité, où nous avons partagé des moments avec les apprenants sur leurs différents établissements. Nous avons échangé autour de la question de la Covid. Nous avons initié le concours et nous avons, nous le pensons, réussi à insuffler cette passion à cette jeune couche. Ceci nous permet de sortir des champs classiques de la recherche scientifique pour côtoyer un peu le monde de la vulgarisation scientifique. Le projet Boutons Covid-19 module est un programme consacré au lancement du document Covid-19. Comment puis-je me protéger et protéger les autres? Un document développé par le Smithsonian Science Education Center et l'Inter-Academy Partnership. L'objectif étant de l'introduire dans les communautés scolaires et universitaires du Bénin à travers une série d'activités telles que l'exécution des travaux pratiques relatifs aux gestes barrières et un concours de poèmes basé sur le document. L'initiative est saluée par les différentes autorités présentes au regard de son approche innovante. Cette activité a le potentiel d'aider les jeunes apprenants à mieux se protéger et à protéger les autres. Le caractère ludique et pratique des activités prévues garantit un impact durable sur les apprenants. Le concours de poèmes, le projet de mise en place de clubs scolaires Jeunes contre Covid-19 ont le potentiel d'asseoir chez les apprenants des bases pratiques et des aptitudes pour mieux respecter les gestes barrières. Ce projet vient donc à point nommé au regard de sa cible et de la pertinence de la problématique. Cette approche permet de les autonomiser, de les responsabiliser et de faire d'eux des acteurs engagés. En procédant au lancement des activités, le président de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin espère que l'initiative se poursuive et que ces jeunes deviennent des ambassadeurs de la lutte contre la Covid-19. Peu d'initiatives de lutte contre la Covid-19, et particulièrement sous nos cieux, se sont focalisées sur la sensibilité des plus jeunes face à la pandémie. Au regard de tout ceci, je ne vous cache pas que je suis satisfait de l'initiative et ne peux qu'espérer que cette activité soit une parfaite réussite.
L'engagement est ainsi pris par tous d'accompagner l'initiative pour sa durabilité. Au cours de la cérémonie, les lauréats au concours de poèmes ont été primés après avoir présenté leurs différentes œuvres de l'esprit. Et on va finir cette édition avec ce mot sur la religion. Ils ont tous entamé le mois sacré du Ramadan, période de dévotion, de privation et de prière. Les musulmans observent depuis hier mardi le jeûne de l'an 1442 de l'Hégire. C'est une période au cours de laquelle il est recommandé aux fidèles de faire de bonnes actions. On s'interroge ici sur ces œuvres que musulmans doit réaliser tout au long de ce mois et les interdits. Abdul Matin Titou, imam, il est interviewé par Iradatou Amadou et Henri Lanty. Le mois de Ramadan pour le musulman n'est pas comme n'importe quel mois. Donc il faut vraiment des comportements convenables pour mériter ce mois de Ramadan. En réalité, il est demandé aux musulmans de jeûner, de faire le jeûne depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Si le musulman en carême doit s'abstenir de manger, de boire et d'approcher sa femme durant cette période de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il lui est demandé aussi de s'abstenir aux autres interdits qu'il connaissait avant l'arrivée du mois de Ramadan. Donc, en tant que musulmans, lorsque nous nous abstenons de manger, de boire et d'approcher nos femmes, nous devons nous abstenir de dire les paroles malsaines, la médisance, la calomnie, le mensonge, tout ceci qui était des interdits bien avant le Ramadan, l'est encore plus pendant ce mois de Ramadan. Donc, pour résumer, l'interdiction d'avant le Ramadan reste en vigueur dans le Ramadan. En plus, le fait que si nous observons ces interdictions, c'est que nous donnons une certaine force à notre jeûne. Le jeûne doit avoir une certaine valeur auprès de Dieu pour être accepté. Puisque nous avons quitté les interdits, il y a ce qu'il faut faire pour donner plus de qualité, plus de valeur à son jeûne. C'est de passer son temps dans la bonne parole, les prêches, les réconciliations, que ce soit ta propre réconciliation avec des personnes avec qui tu es en conflit, ou que ce soit des personnes antagonistes à côté de toi que tu connais, tu vas t'évertuer à les réconcilier. S'évertuer à lire le Coran, puisque le mois de Ramadan est le mois dans lequel le Coran est descendu. Une période de lecture du Coran, une autre période pour les rappels, ce qu'on appelle communément Azkar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Tout ceci est ce que je n'ai pas pu dire, que nous connaissons comme étant des rappels, des Azkar. C'est l'autre chose qui est recommandée dans le mois de Ramadan, c'est le partage, le don, sadaqa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suscité ce don en disant que celui qui offre aux jeûneurs ce dont il pourra rompre le jeûne aura la récompense de ce jeûneur sans que sa propre récompense ne soit annulée. Donc, je nous exhorte à faire plus d'efforts pour mériter le pardon de Dieu et pour mériter son paradis. Et voilà, allez, bon mois de carême à toute la communauté musulmane du Bénin et du monde. C'était le 13h ce mercredi 14 avril sur Canal 3 Bénin, le www.canal3television.com. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.